Mathieu est là. Oui, Pascal. Mathieu, vous avez quel âge? 56 ans. Bon, vous habitez où? À Paris. Vous êtes de quelle, j'ai envie de dire, couleur politique, Mathieu? On parle pas parce que c'est trop réducteur comme ça au téléphone. Ah oui, mais moi j'aime bien savoir. Oui, Non, mais vous j'aime bien êtes de quelle savoir. couleur, Pascal Pro? Mais moi, je suis pas d'une couleur. Je suis journaliste. Mais ceux qui interviennent pour. Vous votez pas? Vous ne votez pas? Je vote, oui. Ah bon? Bon ben voilà. Moi je vote aussi. Mais c'est quand même. Oui, mais pardonnez-moi. Vous intervenez pour donner un avis, un éditorial. Donc souvent, je demande aux uns et aux autres pour l'auditeur qui puisse le placer. Si vous me dites je suis un électeur de Jean-Luc Mélenchon, je n'écouterai pas ce que vous allez me dire, comme si vous me dites je suis un électeur de Marine Le Pen. C'est pour ça. Je veux pas que vous jugiez mon propos a priori par rapport à. Bon, écoutez, enfin, vous êtes libre. Si vous voulez pas le dire, ne le dites pas. Bon, que voulez-vous nous dire? Je vous appelle sur un plan. Mais parce que ce que j'ai à vous dire, c'est plus par une réaction de professionnel. Vous me connaissez, Pascal. J'ai une agence de tourisme à Paris et je vous appelle régulièrement. Ah, bah on oui. s'est appelé pendant le Covid. Ah, bien sûr, je me souviens. Sur une autre radio. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est le retentissement à l'international de mes clients. Je vous parle de clients aussi bien philippins, coréens, américains, australiens, européens, qui m'ont tous envoyé des messages. Je peux même vous les transférer si vous ne me croyez pas, en me disant mais Mathieu, qu'est-ce qui se passe? Paris est à feu et à sang. Est-ce que toi ça va? Ta famille ça va? Écoutez, on devait venir pour la finale de Roland-Garros dimanche prochain, on annule. On devait venir pour organiser une fête, on annule. Je reçois que des messages très inquiets et des messages de clients qui annulent. C'est catastrophique sur le plan. Nous, à Paris, on a repris le boulot, on en reparle un petit peu à la radio, chez vous, sur mon plateau, mais ça y est, la vie a repris, et puis on en reparlera à la prochaine finale. Moi-même, j'ai hésité à vous appeler, Pascal, en disant, à quoi bon? Finale après finale, match après match, événement après événement. Moi, je suis sorti de chez moi à Paris ce matin. J'habite entre le 15e et le 16e. J'ai parcouru mon quartier, j'ai pris conscience de l'étendue du carnage. Mais du carnage, j'ai vu des bagnoles brûlées, des carcasses de voitures avec des Vélib à l'intérieur cramées aussi, des vitrines explosées, des trottoirs jonchés de vitres et de carreaux de vitrines. Enfin, un véritable... je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour nettoyer cette dévastation qu'il y a eu. Mais c'est vrai, quand on parle de barbares et de hordes sauvages, on en voit les essais. C'est dramatique. Et il y a une chose qu'on oublie de dire, c'est par rapport à la décision qui a été prise de fermer les restaurants et les magasins samedi soir. C'est une décision qui avait jamais été prise auparavant. Ça n'existe pas. Pendant le 14 juillet, pendant le 31 décembre, les restaurants font ce qu'ils veulent, ils restent ouverts, ils ferment. Là, j'avais des clients, moi, samedi à Paris, que j'ai emmené à Versailles et que j'ai ramené à Paris samedi soir, et qui m'ont dit, mais Mathieu, notre restaurant a annulé la réservation de ce soir, qu'est-ce qui se passe? Il y a un couvre-feu. Je dis non, oui, c'est par rapport au risque de débordement pour la finale. La finale n'a pas lieu à Paris. Non, mais je sais, mais voilà. Les clients ne comprenaient même pas. Mais c'est vrai, mais votre témoignage est formidable. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? On est dans un pays. Il est très triste. Je suis attristé, Pascal, parce que j'aime mon travail depuis 25 ans. J'aime énormément mon boulot, je le fais par passion, un peu comme vous avec le journalisme. Écoutez, il n'y a qu'une possibilité d'arrêter ça, c'est avoir une réponse pénale qui soit suffisamment dissuasive. Si les jeunes gens qui étaient sur les Champs-Élysées dimanche savaient qu'ils encouraient, non pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais quand tu frappes, quand tu lances, quand tu tires avec un mortier sur un policier, je suis désolé, c'est même pas 3 mois de prison. Voilà, c'est 3 mois de prison. Bah voilà, ça me paraît évident. Mais votre témoignage est formidable, Laurent Jacobelli. Ça, c'est des électeurs pour vous, tous ces gens-là. Mais je sais pas. Vous pouvez avoir d'un point de vue cynique de dire, finalement, d'ailleurs, ce qui se passe en France depuis des jours, des mois et peut-être des années, c'est autant d'électeurs. C'est ce que disait également Georges Fenech il y a quelques secondes, puisqu'ils n'ont pas appliqué une politique de droite. Tout ça, ça va chez vous? Non, mais qu'il y ait une responsabilité des partis qui succèdent au gouvernement depuis 40 ans, c'est une évidence. Qu'il y ait un besoin de rupture, c'est une évidence, mais de là à se satisfaire, c'est impossible. Quand on aime son pays, voir ces images, elles sont terrifiantes. Moi, j'ai vu aussi la presse étrangère qui parle de guerre civile dans les rues de Paris, qui parle d'émeutes. Comment on en est arrivé là? On en est arrivé là par 40 ans de laxisme, 40 ans de perte d'autorité dans les foyers, à l'école et dans la rue. Vous l'avez dit, Pascal Pro, ceux qui ont mis le feu hier à des voitures, qui ont agressé des policiers, savent pertinemment qu'ils ne risquent rien.
Donc, ils recommenceront. Il n'y a plus la peur du gendarme, il n'y a plus la peur de la justice. Et quand on écoute Georges Fenech à votre micro, on se dit qu'il n'y a rien à faire. Toutes les propositions qu'on fait, il nous dit « Oh bah c'est impossible », comme un peu pour justifier toute l'atonie qu'il y a eu dans le passé. Faites venir sur votre plateau il y a pire encore. Les magistrats et les parquets qui ont pris cette décision, qui viennent s'expliquer. Il faut une volonté. Vous savez, le poisson pourrit toujours par la tête. Il faut une volonté de nos gouvernants aujourd'hui de ramener l'ordre en France. Mais il y a pire, Georges Fenech, que l'UMP et les LR. Il y a la France insoumise. Moi, j'ai vu des députés aller au milieu de la foule et carrément pratiquement encourager les émeutiers et critiquer la police. Pas de mauvaise comparaison quand même. Non, mais écoutez, ça existe. Donc ils ont 11h43, la pause. C'est vrai, il a raison. Il y a pire que l'UMP. Non, ça, j'accepte pas. Pourquoi ? J'ai pas dit. Il dit il y a pire. L'UMP, c'est un parti républicain, LR, qui a vocation à... Non, mais il y a pire. Vous ne pensez pas que LFI est pire que le LR ? Le comparer avec des révolutionnaires. Mais il dit il y a pire. Je vous ai dédouané. Mais pire, ça veut dire que c'est mal, déjà. Bah oui. C'est vous qui nous avez dit... C'est vous qui avez dit que l'UMP n'avait pas fait une politique de droite. En puissance, vous le savez très bien. On gagne des élections législatives. Attendez, monsieur Retailleau, c'est aussi son échec. La pause... non, parce que Bruno Retailleau, il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens, donc il porte une voix, Bruno Retailleau. Il aurait pu mettre au moins 1000 hommes supplémentaires sur le terrain et probablement mieux préparés. Mais je crois le contraire, parce que je l'ai eu à Bruno Retailleau, ils ont été assez mobiles, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, tu ne peux évidemment rien faire par rapport à des hordes. Si, la seule chose que tu peux faire, c'est interdire Paris. Oui. C'est-à-dire de contrôler les RER à la sortie, contrôler l'entrée des champs. Bien sûr qu'il y a des choses à faire. Les RER ou les LR? Bon, Mathieu, je vous remercie, Mathieu. C'était intéressant. Pascal, oui, dernier mot avant la pause. Il y a des responsables. Alors, si vous voulez rester avec nous, la pause et vous reparlez après. Mathieu, vous êtes un voyagiste, vous êtes dans le touriste. Effectivement, vous souffrez de cette image de la France et vous avez des clients surtout qui sont intervenus auprès de vous ces dernières heures. Que vouliez-vous nous dire avant de nous quitter ? Eh ben, écoutez, je suis en colère parce que il y a quand même des gens qui sont en responsabilité, qui sont aux manettes, et vous pouvez vous moquer qu'il y a un monsieur Fenech, deux monsieur Fenech, trois monsieur Fenech, mais vous, Pascal Praud, je suis à fond 100% derrière vos éditos sont parfaits, je ne changerai pas une virgule, mais souvent vous dites, par exemple, quand monsieur Darmanin était ministre de l'Intérieur, il fait le job, vous répétiez ça comme un mantra. Non, Pascal Praud, je suis désolé de vous dire ça. Pardonnez-moi, permettez-moi de vous dire que vous aussi, vous êtes en contradiction avec vos éditos, parce que vos éditos sont excellents, et puis vous receviez M. Darmanin et vous ne mettiez pas face à ces contradictions. Parce que M. Darmanin, il était plus inquiet, par exemple, du danger que représentait Marine Le Pen. Il voulait dissoudre Génération Identitaire parce que c'était ça n'a rien à voir avec le job. Pardonnez-moi, ça n'a rien à voir. Il n'a pas fait le job. Ça n'a rien à voir. Moi, je peux contester sa position politique, pourquoi pas, et la remettre en cause. En revanche, le ministre de l'Intérieur qu'il était, me semble-t-il, était volontaire pour faire bouger les choses. Simplement, il n'a pas non plus de majorité. Il est dans un gouvernement, entre guillemets, pluriel, et ce n'était pas simple. Mais pour l'entendre, je ne remets pas en cause, au fond, sa volonté de faire bouger les choses. Voilà, Gérald Darmanin. Il vient des LR, et il a cette volonté de faire bouger les choses. Alors, ça n'est pas toujours facile. Même quand il est pris en flagrant délit de mensonge sur les Kevin et Matteo suite aux émeutes après Naël, il a dit qu'il s'était trompé. Donc vous parlez de mensonge. J'espère qu'il avait les renseignements, Pascal Praud. Sinon, c'était de fait un moi, je ne suis pas l'avocat de Gérald Darmanin, donc vous lui poserez la question, Mathieu. Mais vous lui poserez si vous me le mettez en face de moi, je serais ravi, oui, absolument. Bon, je vous remercie en tout cas. Merci grandement d'être intervenu à l'antenne 11h52. Laurent Jacobelli, qu'est-ce que vous feriez concrètement ? Est-ce qu'il y a des propositions concrètes en termes de places de prison, par exemple ? Oui, bien sûr. Le projet, bien sûr. Il faut combien de places de prison À terme, il en faut au moins 20 000 supplémentaires. Il faut aussi, à court terme, 20 000, 40 en tout. Il faut aussi des places de centres éducatifs spécialisés pour les jeunes. Fermés pour des périodes très courtes. Ça se fait aux Pays-Bas. Il faut changer la loi, selon vous ? Il faut changer la loi. Il faut des peines planchées. Il faut arrêter avec l'excuse de minorité, mettre la majorité pénale à 16 ans. Donc ça, c'est des choses très concrètes. Mais ce sont des projets de loi à faire passer. D'ailleurs, si M. Darmanin est honnête et intellectuellement... resteront vides. Des prisons construites resteront on peut rien faire. Tant que vous n'aurez pas, je le répéterai jusqu'à la fin,
tant que vous n'aurez pas dépolitisé la justice, oui, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Dépolitiser mais vous interdisez les syndicats politiques. D'accord, et ça suffit. Les gens, ils seront plus politiques parce qu'il n'y a plus de syndicats. Mais c'est pas aux juges à faire de la politique. Non, les juges sont là pour appliquer la loi. Mais ce que vous dites, c'est pas parce que s'il n'y a pas de syndicats, ils seront toujours ces hommes-là et comment dire. Écoutez, quand vous avez des magistrats qui appellent à faire battre des candidats au présidentiel, vous les traduisez devant une section disciplinaire. J'entends bien, Georges, mais ce que je veux vous dire, c'est que l'état d'esprit des juges, c'est parce que demain ils ne sont plus syndiqués qu'il changera. Donc est-ce que vous faites un changement dans le recrutement des juges? Vous changez tout le recrutement, vous arrêtez l'école. Vous recrutez les magistrats sur de l'expérience professionnelle. Des gens qui ont 15 ans de barreau, de commissaires, de journalistes. Il faut arrêter avec le tout jeune là, qui sort du cocon familial, qui devient juge avec un pouvoir dans la poche et qui croit qu'il va refaire le monde. Alors, moi je sais, j'y suis passé. Bon, mais alors qu'est-ce qu'on fait alors? Il n'y a plus d'école de la magistrature. Il faut revenir avant 58. Avant, il existait un centre d'études judiciaires. Voilà, mais il faut arrêter avec ce recrutement. Bon, on arrête l'école nationale de la magistrature, c'est ce que vous dites. C'est la clé de tout. Bon, moi je suis pas spécialiste de ça. C'est comme l'ENA, c'est comme l'école des journalistes, c'est le même problème. Voilà. Non, c'est pas la même chose. Il faut bien quand même une école pour former les cadres dirigeants de ce pays. Pardonnez-moi, moi ça me choque pas l'ENA. Qu'il y ait une haute. Ce qui me choque, c'est lorsque l'administratif prend le pas sur le politique, mais conforme des cadres. Le judiciaire prenne le pas sur le politique aussi. À ce moment-là, oui, mais Georges Fenech, si on vous suit, il faut tout interdire, parce que quand il y a une bataille culturelle de la gauche qui a été gagnée, après il faut gagner dans l'autre sens. Effectivement, elle a été gagnée chez les juges. De gauche ou de droite chez les juges, vous le savez très bien, ils doivent appliquer la loi. Elle a gagné dans l'éducation nationale, malheureusement, elle a gagné dans un certain nombre de médias, mais à ce moment-là, on ne fait plus rien. Moi, je ne suis pas d'accord avec votre discours défaitiste. Une mesure toute simple, par exemple. Celui qui a cassé, celui qui a mis le feu, devra payer. Lui et sa famille, ils devront payer financièrement. C'est des mots. Ils devront... Mais non, il faut mettre la loi en place. Ils n'ont pas de sous. Mais Georges Fenech, c'est pas parce que vous ne l'avez pas fait que nous ne le ferons pas. Et c'est bien ce qu'ont compris les Français. Aujourd'hui, celui qui chaque mois sur son salaire se verra prélever 300, 400 euros, eh bien croyez-moi, ça joue. Quand on arrête les allocations logement aux familles de ces délinquants, ça joue. Il y a un moment, ils savent qu'ils ne risquent plus rien. Ils allument la radio, ils entendent un député de droite sur une radio libre, Europe 1, qui leur dit on ne peut rien faire. Bah croyez-moi les gars, ils sont déjà en train de fabriquer leur cocktail Molotov.